Merci beaucoup, Pierre. Je suis vraiment très honoré d'avoir été invité à participer à cette journée. Je dois avouer que le titre était resté un petit peu incertain. Je vais essayer de le clarifier au cours de cette présentation. En réalité, quand j'ai vu la thématique que Pierre proposait pour cette journée, je me suis dit qu'effectivement, il fallait essayer de placer la problématique du vaccin, et je parle vraiment du vaccin contre les maladies endémiques, ici infectieuses, et pas éventuellement des vaccins très ciblés sur des pathologies très particulières, y compris d'ailleurs le cancer. Je me suis dit tout de suite qu'il fallait essayer de situer ça dans cette perspective de savoir finalement est-ce qu'on va passer d'un paradigme du XXe siècle qui est un paradigme de vaccination de masse, le terme n'est pas très joli, disons de vaccination globale ou populationnelle, à un paradigme de personnalisation de la vaccination. Et si c'est le cas, pour parler vulgairement, c'est quoi un vaccin personnalisé? Et là, j'ai commencé à m'inquiéter considérablement par rapport à la nature de ma présentation, parce qu'au fond, l'idée qu'on puisse, pour des maladies infectieuses endémiques, produire des vaccins personnalisés, c'est-à-dire quelque chose qui soit spécifique de tel ou tel individu, paraît un petit peu absurde. Donc ce que je vais essayer de faire, finalement, c'est de réfléchir avec vous, au fond, à qu'est-ce que ce concept et ce mouvement, finalement, quasiment incontournable ou inéluctable de la personnalisation en médecine, y compris en prophylaxie, va impliquer dans le domaine de la vaccination, si ça implique quelque chose dans le domaine de la vaccination. Et comme vous le verrez, ça va être le cas. Donc la vaccination, finalement, du XXe siècle, c'est-à-dire celle dont on hérite ce siècle-ci, c'est essentiellement une vaccination de masse. Et cette notion de vaccination de masse ou de vaccination globale, c'est l'administration universelle du même groupe de vaccins, vous le connaissez, programme de vaccination élargi, à l'ensemble de la population, en l'absence de contre-indication, sur la base d'un certain nombre de postulats qui sont, en fait, et ils deviennent un petit peu naïfs à l'aune de nos connaissances actuelles, c'est que chaque individu vacciné réagit immunologiquement de manière identique en développant un titre d'anticorps ou une réponse cellulaire équivalente et ne présente finalement que des effets secondaires minimaux. Le deuxième postulat, c'est que chaque individu est exposé finalement à un niveau similaire de risque infectieux, ce qui, vous imaginez, est totalement faux, surtout si vous comparez les conditions de vie dans les régions industrialisées aux conditions de vie dans les pays en voie de développement qui sont très lourdement exposés à ces endémies. Donc c'est néanmoins ce paradigme finalement vaccinal qui sous-tend le programme élargi de vaccination qui a été adopté par la plupart des nations jusqu'à présent et qui finalement a bâti au cours du XXe siècle une couverture vaccinale extrêmement large qui a permis grandes zones de la planète, dans les régions bien sûr industrialisées, mais très largement aussi dans un certain nombre de pays du Sud, comme on dit, de contrôler les grandes endémies infectieuses. Donc il y a dans ce concept de vaccination de masse du XXe siècle quelque chose de tout à fait satisfaisant si on regarde ça sous un œil de santé publique. Et globalement, la vaccination est reconnue comme sans doute un des succès les plus notoires en santé publique au cours du XXe siècle. Et non seulement elle procure, bien entendu, la santé et la bien-être aux individus, mais elle a aussi, en termes de rapport coût-bénéfice en santé publique, quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors on voit à bas de cette diapositive que du chemin reste néanmoins à faire, surtout si on s'intéresse, disons, à la partie pédiatrique de cette vaccination de masse. Vous voyez que la mortalité infantile en une cinquantaine d'années a diminué de quasiment des 2/3, ce qui est certainement une bonne nouvelle, qui n'est pas liée uniquement à la vaccination, mais très largement à la vaccination. Mais vous voyez qu'il y a aussi dans cette diapositive de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire pour l'Afrique subsaharienne, par exemple, en valeur absolue, la mortalité infantile liée aux maladies infectieuses a augmenté et a même doublé en l'espace d'une quarantaine d'années. Donc on est là devant quelque chose qui montre que cette problématique de la vaccination de masse est loin encore d'avoir atteint ses objectifs fixés initialement. Alors, cette vaccination de masse ou globale, finalement, elle a des exigences. Il faut avoir une couverture exhaustive et en l'absence de cette couverture exhaustive, avec des pourcentages qui vont varier en fonction du taux de reproduction du micro-organisme, on va se retrouver avec des risques effectivement de réémergence. On sait par exemple, et c'est une équation qui est valable de façon assez générale, que pour avoir un taux de couverture vaccinale qui protège,
on est sur quelque chose qui est d'une équation de l'ordre de 1 moins 1 sur R0. R0, c'est le taux de reproduction, c'est à partir d'un individu index le nombre de personnes qui vont être contaminées et faire la maladie. Et vous avez des infections comme la rougeole pour lesquelles le taux de reproduction est très élevé, de l'ordre de 20, ce qui vous montre que si vous appliquez ces paramètres à l'équation, vous avez la nécessité d'un taux de couverture vaccinale de la population de 95% pour être certain d'assurer au moins l'élimination, voire éventuellement l'éradication. L'élimination, c'est la disparition de la maladie clinique. L'éradication, c'est la disparition du micro-organisme, ce qui est déjà un objectif encore plus ambitieux qui, pour l'instant, n'a été réalisé en fait qu'avec la variole. Donc, dans les grands programmes, dans les grands projets de l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas pilotés par l'Organisation mondiale de la santé, on a cette volonté, à l'échelle de la planète, d'obtenir des coûts de couverture vaccinale extrêmement élevés, en particulier pour 2 maladies qui sont la rougeole, bien entendu, et la poliomyélite. Et ces 2 opérations sont en cours à l'heure actuelle avec un certain nombre de réussites, mais aussi, dans certaines zones, des échecs qu'il faut bien entendu prendre en compte et analyser. Mais il y a bien entendu, encore une fois, là-dedans, une force tout à fait exceptionnelle et des nécessités de mise en place d'infrastructures de logistique très très lourdes à l'échelle nationale et internationale. Alors ce qu'on voit ici, c'est, vous le savez, depuis 4 ans environ en France, nous vivons sous un régime de réémergence de la rougeole, et les chiffres sont assez spectaculaires. Vous voyez ici la courbe de croissance, c'est 2008, 2009, 2010 et 2011. Et encore, les données sont encore partielles pour l'année 2011, bien entendu. Vous voyez que l'âge de survenue de la rougeole, dans ces cas nouveaux émergents, a bougé, puisque au lieu de toucher essentiellement la population très jeune, on trouve des formes chez des enfants, chez des adolescents et des adultes jeunes, ce qui donne un risque encore plus large de redissémination. Et on voit bien entendu que les complications liées à ces cas, tout naturellement, augmentent. Les pneumonies graves, les complications neurologiques et même les décès, sans vouloir rentrer finalement dans des choses plus vindicatives. On peut se dire quand même que d'avoir 6 enfants par an qui meurent de rougeole en France, c'est tout à fait inacceptable. Tout ça est lié en fait à un taux de couverture vaccinale à la limite du suffisant, combiné, et ça a été des très jolis travaux qui ont été d'ailleurs modélisés par un chercheur hollandais qui s'appelle Wallinga, combiné à des poches de population qui échappent à la vaccination, soit par pauvreté, soit par conviction religieuse ou philosophique. Et cette combinaison de situations fait qu'on peut se retrouver à un moment ou une autre, surtout pour un micro-organisme extrêmement infectieux, dont le niveau d'infectiosité est très élevé, dans des situations de reprise et de résurgence. Alors, finalement, l'idée n'est pas de critiquer cette notion de vaccination de masse, parce qu'encore une fois, elle a fait le contrôle des maladies infectieuses au XXe siècle. L'idée est simplement de commencer peut-être à mesurer les limites et de voir comment ces limites, en dehors de certains échecs que je viens de mentionner, locaux ou régionaux, comment ces limites peuvent être prises en compte. Alors, ce modèle de vaccination de masse, en fait, il ignore 2 réalités. Il ignore une réalité individuelle, c'est-à-dire la grande variété dans le risque individuel devant un agent infectieux, la grande variété dans la qualité et l'intensité de la réponse immunitaire individuelle à un antigène vaccinal, la grande variété dans le risque individuel éventuellement de réaction secondaire à un vaccin. Et puis il y a aussi une réalité sociétale qui est que notre société évolue, un truisme, et que le paysage finalement de la protection vaccinale apparaît de plus en plus fragmenté, avec ce que j'ai mis ici, des effets de loupe qui sont à prendre de plus en plus en considération sur des groupes, sur des sous-populations. Les nouveau-nés, les femmes enceintes ou en tout cas les femmes en âge de procréer, les patients immunodéprimés, les personnes âgées. Tout ça représente des situations qui vont peu à peu amener à, disons, une modification de la nature des vaccins qui vont être injectés ou administrés à la population, car à la fois les micro-organismes à prendre en compte et la situation propre des individus amènent à faire cette modulation.
Et puis la société, vous le savez, évolue dans sa perception d'elle-même, avec malheureusement de plus en plus une prise de primauté de l'individu sur la collectivité, la difficulté de faire passer ce message de santé publique. Tu te vaccines pour te protéger, mais tu te vaccines aussi pour protéger ton environnement. Les réseaux sociaux, vous avez tous lu ce qui se raconte sur les vaccins sur Internet de temps en temps. Ça fait froid dans le dos. Donc il y a une vision de la société par rapport aux vaccins qui a sans doute changé. Et clairement, la société n'est plus tellement prête à finalement avaler, entre guillemets, ce concept qu'on lui a imposé de vaccination de masse, même si on peut argumenter sur le succès, bien entendu, de cette façon de procéder. Et puis il y a aussi l'impact croissant de la pauvreté, à la fois sur les politiques de santé et sur la réapparition, bien entendu, on l'a dit pour la rougeole, de poches qui peuvent éventuellement donner lieu à des émergences infectieuses, y compris dans nos régions. Alors il y a bien entendu un paramètre très important qui représente d'ailleurs sans doute un des éléments qui va introduire ce concept finalement de comment cette personnalisation peut impacter sur le développement à l'avenir des vaccins. Bon, cette courbe, ce qu'elle montre tout simplement, c'est que la population occidentale vieillit, mais c'est un phénomène qu'on observe tout autant maintenant dans les pays émergents, voire dans les pays en voie de développement. On a bien entendu un switch populationnel vers les personnes âgées. On sait que dans les années 2050, probablement, la population européenne verra que 25% de ces individus ont plus de 65 ans. On est donc en train de rentrer dans quelque chose qui est un peu une terra incognita. Dans la mesure où tout le monde sait que l'efficacité des vaccins classiques est relativement diminuée, mais parfois très diminuée chez les personnes âgées, au-delà de 65 ans, j'ai tendance à bouger la barre, mais enfin il y a des limites officielles, et que rien n'est fait, ou très peu est fait jusqu'à présent, un peu en termes d'études cliniques, très peu, voire pas du tout en termes de recherche, sur finalement la compréhension de cette difficulté ou de ces échecs de la vaccination chez les personnes âgées. On sait que le système immunitaire, bien entendu, se dégrade comme le reste. On sait qu'à partir de 50-55 ans, du fait de l'involution du thymus, il existe très peu de cellules T naïves circulantes qui sont susceptibles de prendre en charge de nouveaux antigènes amenés par un nouvel agent infectieux ou, bien entendu, par un vaccin. Et les travaux sont vraiment nécessaires pour essayer de mieux comprendre cette physiopathologie du vieillissement du système immunitaire, pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait booster, entre guillemets, ces réponses immunitaires, qui sont surtout des réponses immunitaires de type T, helper, et éventuellement de prendre en compte certaines étiologies, probablement, même s'ils ne sont pas encore totalement prouvés. On commence à penser très sérieusement que les infections chroniques à herpès virus herpès, cytomégalovirus, Epstein-Barr, peuvent avoir un effet sur l'accélération de cette dégradation du système immunitaire chez la personne âgée, dans la mesure où finalement le peu de lymphocytes T naïfs disponibles pour reconnaître de nouveaux antigènes est mobilisé par cette nécessité de répondre en permanence à ces virus qui infectent de façon chronique et qui présentent en fait un répertoire éventuellement renouvelé d'antigènes ou d'épitopes à présenter à ces lymphocytes ou à reconnaître par ces lymphocytes. Donc on est dans une situation qui pourrait, par exemple, remettre en selle et justifier très très fortement, si ça se confirmait, la nécessité de développer des vaccins contre les herpès virus. C'est une recherche qui a perdu un petit peu de vitesse et de momentum, comme on dit en anglais, ces dernières années. Donc voilà des observations ou des choses qui montrent tout doucement comment la vaccination se personnalise, pour essayer d'employer le terme, vers des sous-populations qui vont être de plus en plus des populations dominantes. Alors en plus de ça, il y a bien entendu ce que j'ai appelé des moteurs de la personnalisation. Il y a les avancées, on l'a entendu pour tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, on vient d'entendre pour le cancer, les avancées des connaissances, le génome humain, la génétique, l'immunologie, la bioinformatique, permettent de mieux apprécier finalement la diversité du risque individuel devant la maladie et poussent à une personnalisation des approches thérapeutiques. C'est le cas, par exemple, on vient de l'entendre brillamment, pour les prises en compte des biothérapies dans les cancers, en particulier le cancer du côlon. Et en fait, la vaccinologie, c'est le terme générique maintenant qu'on utilise pour la science des vaccins, ne va pas ou n'échappe pas à cette tendance. Elle offre des vaccins de plus en plus diversifiés,
qualité, je dirais, croissante. On reviendra là-dessus. On a bien entendu une augmentation exponentielle de la connaissance des marqueurs génétiques, multiplication des génomes humains, séquences, connaissance de SNP, catalogue de polymorphismes qui augmente, et qu'on peut peu à peu finalement intégrer et mettre en phase avec une meilleure compréhension du fait que certains individus répondent mal ou pas du tout au vaccin, ou du fait que certains individus vont faire des effets secondaires. Par exemple, est-ce que pour des raisons de polymorphisme, un enfant va, à l'occasion d'un vaccin rougeole, faire plus de crise commerciale qu'un autre enfant. Et toute cette génétique, finalement, de la sensibilité et de la réponse ou de la non-réponse est en train de se mettre en place. Il y a cette notion, en fait, qui s'impose de plus en plus dans notre domaine de ce qu'on appelle le vaccin zéro défaut, qui assure, en fait, la pérennité du concept de vaccination. C'est-à-dire que si on veut garder d'une manière ou d'une autre cette notion de vaccination de masse, c'est-à-dire que la population continue à accepter l'idée qu'il faut qu'elle soit vaccinée et de façon large, de manière à éviter la réémergence, il faut qu'on leur offre des produits vaccinaux qui soient proches de la perfection, à la fois dans leur efficacité et dans leur tolérance. La tolérance étant, comme ça a été dit tout à l'heure, cet après-midi, un élément qui est pris en compte très très rapidement et beaucoup plus rapidement que l'efficacité, en particulier par l'environnement médiatique. Et puis, comme on le dira à la fin, ces vaccins, cette personnalisation pousse de plus en plus. C'est d'ailleurs presque le moteur, et à la fois médical, santé publique, mais aussi scientifique, parce que les scientifiques qui s'intéressent à la vaccinologie vont aller chercher, bien entendu, des vaccins nouveaux dans des niches infectieuses intéressantes, quitte à ce que parfois la niche soit relativement restreinte et que les financements ne soient pas toujours disponibles pour aller jusqu'au bout des choses. Mais on voit peu à peu cette notion, finalement, appelons-la personnalisation, s'imposer aussi dans le domaine de la vaccinologie et finalement introduire une espèce de limite au paradigme qui a vécu, encore une fois, pendant le XXe siècle et qui continue, bien entendu, et on l'espère au XXIe, puisqu'on doit continuer à se protéger contre les maladies infectieuses. Alors, est-ce qu'à un moment ou à un autre, cette notion le domaine du vaccin, je suis désolé, je ne suis pas un expert de santé publique véritablement, mais mes expériences à l'OMS m'ont montré que le vaccin était un domaine extrêmement sensible et que quand on était parti sur un signal aux populations X, on ne pouvait pas lui envoyer en permanence de façon orthogonale des signaux Y ou Z qui allaient totalement déstabiliser à la fois la compréhension par les leaders des pays qui doivent prendre des décisions de stratégie et de politique vaccinale, parce que c'est des crédits qui, bien sûr, rentrent en compte pour vacciner la population, mais aussi la perception des personnes, des individus qui vont être vaccinés. Donc c'est un domaine qui est finalement extrêmement sensible, et après avoir finalement exprimé ce concept en 1992 de l'identification et de la minimisation des barrières à l'immunisation de routine, de manière à pouvoir assurer cette globalité de la vaccination, c'est un petit peu difficile d'aller expliquer que peut-être on va changer un petit peu les choses par-ci par-là, qu'on va un peu personnaliser, que ce vaccin va être plutôt pour cette personne ou cette catégorie de personnes que pour une autre. On introduit un bruit là qui risque d'être relativement finalement dissonant par rapport à la nécessité de garder la ligne en matière de vaccination globale. Et puis il y a bien entendu dans tout ce domaine, je n'y reviendrai pas spécifiquement, mais d'amélioration des vaccins, la question du coût. L'investissement scientifique est élevé, les vaccins sont de plus en plus sophistiqués, ils impliquent, on le verra à la fin, des approches que vous connaissez bien entendu, qui sont chères, et tout ça se retrouve au niveau du coût du produit final et la nécessité de pricing qui disons, est un des éléments importants, surtout pour l'acceptabilité des vaccins dans les pays en voie de développement, devient quelque chose de tout à fait aigu. Alors, on peut finalement, effectivement, se poser des questions sur cette tendance qui est en train de se mettre en place. Est-ce que les contraintes financières croissantes de nos systèmes de santé rendent acceptable, finalement, le criblage génétique? Ça peut être une question. On peut se dire, on va prendre l'ensemble de la population ici, et puis, comme on sait, on ne sait pas encore, mais on le saura, que certains n'ont
finalement ne vont pas répondre au vaccin contre l'hépatite B parce qu'ils ont un haplotype particulier HLA ou autre. On va essayer de finalement profiler cette population de manière à adapter précisément la vaccination qu'on va administrer pour éviter ce genre d'échec. Le vaccin qu'on pourrait donner dans ces conditions-là, dans l'immense majorité des cas, il n'est pas encore disponible, et les protocoles de vaccination à administrer, de manière à passer au-delà de ce risque de non-réponse, sont encore le plus souvent loin d'être évidents. On peut prendre par exemple, pour revenir sur la rougeole en France et les statistiques de l'INVS en 2008, avant qu'il y ait cette poussée, mais néanmoins les chiffres sont tout à fait valides. Parmi les cas de rougeole enregistrés en 2008 pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, c'est-à-dire qu'il y avait une fiche de déclaration obligatoire disponible, 88% sont des individus qui ne sont pas vaccinés, 9% sont des individus qui ont reçu une seule dose, donc on peut considérer a priori comme mal vaccinés, et seulement finalement 2% ont reçu les 2 doses conseillées, ce qui veut dire que si on considère que ces 2%-là sont des gens qui sont correctement vaccinés, ce sont ceux qui répondent mal au vaccin et qui donc seraient la cible de cette approche prédictive de la efficacité ou non-efficacité d'un vaccin donné. On ne parle là que de la rougeole, on ne parle pas bien entendu des autres. Donc on sent tout de suite que cette personnalisation, elle pose et elle va poser des difficultés majeures si l'idée d'un vaccin personnalisé était quelque part l'idée d'un vaccin donné à la demande en fonction de critères de prédictivité dont certains pourraient éventuellement être génétiques. Du coup, j'ai essayé de jouer un petit peu sur les mots. J'ai pris la définition de la médecine personnalisée. Je suis sûr qu'il y en a d'autres et que tout est critiquable. La définition de la médecine personnalisée est la personnalisation du traitement médical selon les caractéristiques individuelles de chaque patient. C'était la définition qui a été donnée à la demande du président des États-Unis il y a quelques années. Alors j'ai essayé d'appliquer ça à la vaccination, ce qui donne la vaccination personnalisée et la personnalisation du vaccin selon les caractéristiques individuelles de chaque sujet, ce qui bien entendu paraît totalement absurde. Par contre, mon ami Claire-Anne Sigrist, je suis désolé, c'est sorti de l'écran, qui a la chaire de vaccinologie au CHU de Genève, a une définition finalement de cette personnalisation de la vaccination qui est plus large, peut-être un petit peu moins précise, mais qui laisse de la place effectivement aux travaux qui se mettent en place à l'heure actuelle. Et elle dit, en élaborant des méthodes de vaccination selon le profil des patients, nous devons pouvoir sortir de la voie empirique suivie depuis des décennies et sur laquelle repose la généralisation de vaccins dont nous disposons actuellement. Ce qu'elle dit finalement, c'est que, bien sûr, il y a une problématique de connaissance, ou en tout cas, il faut savoir que des individus peuvent être moins répondeurs à des vaccins, mais c'est probablement plus sur le versant du vaccin qu'il va falloir répondre à cette question, de la qualité du vaccin, de la base de connaissances sur laquelle ce vaccin va être développé, que sur la tentative, je dirais un petit peu désespérée, d'aller définir des populations et diagnostiquer de façon prédictive des populations qui ne répondront pas. On sait bien entendu qu'il y a des individus qui répondent mal au vaccin et il y a des études, peu, mais tout à fait valables, qui montrent un certain nombre d'éléments génétiques qui peuvent être à prendre en considération. Par exemple, dans le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, mais en particulier pour sa composante rougeole, il est connu qu'il existe au moins 2 polymorphismes qui sont dans le gène qui code pour la molécule d'activation lymphocytaire qui s'appelle SLAM, qui sont en fait associés à une diminution de 70% du titre d'anticorps produit contre la composante rougeole, donc de ce ROR. Et en fait, le travail montre que probablement ces polymorphismes affectent la fixation du virus vaccinal aux cellules qui vont le capter et le processer pour la présentation antigénique. Donc on est là déjà sur quelque chose où la connaissance éventuelle des bases génétiques de manque de réponse va nous donner des informations sur, plutôt que de, encore une fois, dépister, faire du prédictif, comment améliorer le vaccin, comment trouver une souche vaccinale virale qui ait une affinité supérieure pour les récepteurs cellulaires et qui puisse finalement s'exprimer, quels que soient les polymorphismes que l'on peut trouver chez ces individus, que ce soit d'ailleurs un virus atténué ou que ce soit probablement dans les années à venir ou des décades à venir des protéines, des épitopes caractérisés. On sait de la même façon que pour le virus de l'hépatite B ou le vaccin contre l'hépatite B, il existe des haplotypes
HLA associés à des polymorphismes, en particulier dans le gène de l'IL2 et de l'IL4, qui sont indispensables, l'un pour la réponse cellulaire, l'autre pour la réponse humorale, et que finalement, ces associations entre certains haplotypes HLA et ces polymorphismes dans les gènes régulant la réponse inflammatoire vont donner lieu à une faible, voire à une non-réponse à ce vaccin contre l'hépatite B. Encore une fois, la même chose que pour la rougeole. Qu'est-ce qu'on fait de ce type d'information ? Probablement pas, dans une campagne vaccinale élargie, aller essayer de dépister les individus qui présentent ces anomalies génétiques ou ces polymorphismes ou ces haplotypes, mais plutôt effectivement d'aller essayer de trouver par l'immunologie, par la biologie moléculaire, des antigènes, des épitopes qui puissent aller au-delà et permettre de court-circuiter ce type d'anomalies génétiques que peuvent présenter finalement un très faible pourcentage d'individus. Des travaux sont en cours, par exemple, pour, chez des patients qui présentent une hépatite chronique, trouver la nature des variations dans les épitopes viraux immunodominants qui vont permettre d'aller sélectionner finalement un répertoire de gènes viraux qui permettraient d'exprimer un cocktail de molécules ou éventuellement de modifier des molécules de manière à ce qu'elles soient reconnues par l'ensemble de la population. Donc on est plus dans une notion d'accaparer ces connaissances qui s'accroissent sur la diversité des individus par rapport au vaccin, de manière à améliorer le vaccin et non pas aller dans le sens inverse. Et Spielberg, c'est pas celui que vous connaissez, hein, c'est un autre, qui a dit, une espèce de vision en 1998, comme finalement la pharmacogénétique a suggéré des façons de dessiner des drogues ou de concevoir des drogues pour minimiser la variation des populations qui impactent sur l'efficacité de ces drogues, comprendre les mécanismes immunogénétiques de variation peut aussi amener aux conceptions de vaccins améliorés et couvrant l'ensemble de la population. Donc, on est de plus en plus dans ce domaine, dans un concept qui est, au fond, un concept de vaccination personnalisée intégrée dans la vaccination de masse. C'est-à-dire qu'au sein de cette population qui va recevoir le vaccin, on veut que ce vaccin touche aussi ceux qui, par rapport au vaccin actuel, n'auraient, dans des conditions normales, pas été affectés et n'auraient pas répondu. Et c'est tout, finalement, je dirais, le cœur du projet et le cœur du débat tel qu'il se réfléchit et tel qu'il se développe actuellement dans, disons, les centres académiques ou les industries pharmaceutiques qui sont en charge de développement de vaccins. Et pour ce faire, il est bien évident qu'on va avoir à conjuguer un certain nombre d'approches, un certain nombre de connaissances. Juste pour vous donner un exemple, je coordonne pour un projet de l'Union européenne qui s'appelle Stamp Enterix pour le développement de vaccins contre les agents pathogènes entériques, Escherichia coli, entérotoxinogènes et Shigella, qui sont en fait des variants des pathovars d'Escherichia coli. On est obligé finalement, pour identifier des protéines de surface qui puissent amener une protection au-delà des spécificités sérotypiques, c'est-à-dire trouver des antigènes qui traversent l'ensemble des sérotypes microbiens, on est amené, pour trouver ce type de protéines conservées entre l'ensemble de ces micro-organismes, du fait de la variabilité du génome de ces micro-organismes, et trouver des protéines qui en fait n'ont aucune séquence qui puisse croiser éventuellement avec les génomes humains, à séquencer plusieurs milliers en fait de souches de Shigella et d'Escherichia coli de façon ensuite, de manière bien sûr bioinformatique, à cibler sur les gènes et les antigènes candidats d'intérêt. Donc on est passé à une échelle, je dirais, beaucoup plus large et beaucoup plus importante et donc beaucoup plus chère d'investissement dans cette notion finalement d'optimisation des vaccins, à la fois de rupture des spécificités sérotypiques, de meilleure protection et éventuellement, bien entendu, d'essayer d'adresser de façon théorique l'absence de risque de survenue
d'effets secondaires, sachant qu'il faut aussi que ces antigènes ne soient pas présents dans les micro-organismes ou les colibacilles de la flore intestinale, parce que maintenant, devant une agence de régulation, on ne peut plus proposer de stimuler une défense immunitaire ou une réponse immunitaire contre des micro-organismes qui sont présents en permanence dans nos flores, parce que sans doute ces micro-organismes ont un rôle important à jouer dans l'économie, dans le métabolisme, et ainsi de suite. Donc on rentre dans des terrains qui sont quand même relativement compliqués. Ce qui fait qu'on est, et je terminerai sur ces quelques éléments, rentré vraiment dans une nouvelle période. On est passé finalement de cette phase générienne, pasteurienne, qui consiste à isoler un micro-organisme, l'inactiver ou le tuer éventuellement, et l'injecter. C'est ce qui a finalement prévalu pour l'essentiel des vaccins, qui sont d'ailleurs encore en cours d'utilisation à l'heure actuelle, sur la base finalement d'expériences qui passent à un moment ou à un autre par la souris, avec les limitations qu'on sait comme souris prédictrice éventuellement de la protection qui va être donnée chez l'homme. Donc on est passé vraiment d'un concept relativement classique qui, encore une fois, a soutenu la mise en place de cette vaccination de masse, à un concept qui, bien sûr, sur une diapositive peut paraître complexe, mais qui est déjà en route, je vous l'assure, d'intégration de ce qu'on appelle maintenant la vaccinomique, où on intègre, bien entendu, l'immunogénomique, on en a parlé, les séquençages de nouvelles, de prochaines générations, les omiques en général, la bioinformatique, et la biologie systémique. Il y a eu un très joli papier qui a été publié, je pense que c'est l'année dernière ou en 2009, par un groupe à Emory University à Atlanta, qui a vraiment appliqué pour la première fois l'approche de biologie systémique pour prédire l'immunogénicité du vaccin. Vous savez que le meilleur vaccin, probablement, c'est le vaccin de la fièvre jaune, contre la fièvre jaune, et avoir des vrais critères de prédictivité. Et grâce à cette analyse systémique, ils ont fait émerger deux marqueurs tout à fait intéressants, un dans le récepteur du TNF et un autre dans une molécule qui permet l'activation de la réponse T, qui permet encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres de l'utilisation de ces nouvelles technologies, de faire émerger des notions, des marqueurs qui vont être à prendre en compte dans le screening ultérieur de ces candidats vaccins. Donc on rentre véritablement dans une époque qui est de plus en plus complexe, mais je dirais extrêmement exaltante en matière de vaccinologie, où l'identification des antigènes microbiens s'est complexifiée considérablement à partir du moment où, en particulier, les données génomiques et de génomique comparative ont permis de faire émerger un certain nombre d'antigènes possibles. On peut, bien entendu, sur les données de l'analyse bioinformatique, prédire si une protéine, par exemple, va être une protéine sécrétée ou va être une protéine exposée à la surface du micro-organisme, qui est plutôt ce qu'on veut en matière de vaccin. Si c'est une protéine interne qui reste dans le cytoplasme, on n'a pas tellement envie de développer des candidats vaccins à partir de quelque chose qui sera peu ou mal vu par le système immunitaire. Tout ça pour la conception des antigènes est en train de s'associer véritablement depuis 2 ans ou 3 ans maintenant avec la biologie structurale, en particulier dans le domaine des virus. Et toute cette partie, disons, microbiologique est en plus confrontée à l'approche de la variabilité humaine grâce, encore une fois, à la multiplication des génomes humains qui devient disponible, à la multiplication exponentielle de la connaissance des polymorphismes disponibles, et peu à peu peut-être arriver à une espèce de vaccinologie théorique qui pourra faire abstraction éventuellement de l'utilisation de modèles animaux intermédiaires, à moins que ne progresse aussi une science qui est en train de se développer actuellement très rapidement, qui est celle de finalement l'humanisation des animaux d'expérience, en particulier la souris dotée d'un système immunitaire humain et utilisée comme outil de screening pour un certain nombre de ces protéines candidates qui pourraient à terme devenir composantes de vaccins. Donc les étapes se sont véritablement succédées avec à chacune d'entre elles de nouveaux vaccins. On a eu l'étape empirique, vous les connaissez tous, diphtérie, tétanos, coqueluche, rage, grippe et ainsi de suite. Et c'est encore sur ça qu'on vit actuellement pour la vaccination de masse.
Et puis on a vu l'époque de la recombinaison de l'ADN avec le vaccin, en particulier l'hépatite B, l'un d'eux d'ailleurs étant né à l'Institut Pasteur dans le groupe de Pierre Thiollet. Et puis on a vu surtout sur les instances de John Robbins ces dernières années au NIH le développement extrêmement brillant de ce qu'on appelle des vaccins glycoconjugués, c'est-à-dire l'association de polysaccharides de la surface microbienne, de capsules ou de lipopolysaccharides détoxifiés avec des protéines qu'on appelle des carrières qui vont permettre une meilleure présentation de ces sucres au système immunitaire. Et ces vaccins, vous le savez, permettent maintenant de prévenir la méningite à Haemophilus influenzae B, l'infection pneumococcique et un certain nombre de sérotypes de méningocoques, à l'exception du méningo B pour l'instant. Et puis il y a eu l'époque de la reverse vaccinology, c'est-à-dire l'intégration pour la première fois de la connaissance du génome du micro-organisme de manière à détecter des antigènes candidats et à les valider éventuellement dans des modèles expérimentaux. Et puis on rentre maintenant très rapidement, on n'arrête pas le progrès bien entendu, dans cette nouvelle génération avec l'utilisation de ces nouvelles à la fois technologies et concepts qui intègrent aussi la dimension de l'hôte et pas uniquement la dimension du micro-organisme. Et oui, il faudra intégrer toutes ces notions de susceptibilité au vaccin, de non-réponse au vaccin, de manière à pouvoir concevoir globalement le vaccin idéal dans la situation donnée. Alors ça, c'est un aspect qui est finalement un aspect un peu qualitatif de ce que va devenir le vaccin de manière finalement à répondre à cette notion de personnalisation. Ce qu'on voit aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, une espèce d'éclatement de la population avec de plus en plus finalement de recherche et de projection sur la possible utilisation de vaccins dans des populations différentes. En particulier, il y a tout ce qui concerne la grossesse et la prévention des infections à la fois de la mère et de l'enfant. Par exemple, l'infection à Streptococcus B au moment de la naissance et la méningite néonatale. Bon, la vaccination au cours de la grossesse est quelque chose qui est bien entendu un sujet extrêmement sensible. On peut imaginer de vacciner avant la grossesse. La vaccination chez l'enfant reste ce qu'elle est, avec bien entendu l'amélioration dont j'ai parlé à venir d'un certain nombre de vaccins. Toute la problématique de l'adolescent, pour lequel il faut éventuellement concevoir des vaccins un petit peu différemment, et bien entendu ce que j'ai mentionné sur les personnes âgées, la nécessité de revoir notre finalement concept de ce que doit être un vaccin chez les personnes âgées, à la fois le vaccin, à la fois le produit vaccinal, mais aussi le système immunitaire et comment remettre tout ça en place de manière à être efficace. Et puis il y a d'autres niches qui sont bien sûr en train d'émerger progressivement. La pauvreté qui génère, et pas uniquement dans les pays en voie de développement, sa liste d'infections qui restent, comme vous le savez, extrêmement prévalentes et qui ont un poids extrêmement lourd, à la fois en mortalité et en morbidité. Toute la problématique des infections émergentes. Un virus émerge, on a eu l'exemple avec le SARS, par exemple, heureusement l'épidémie s'est arrêtée, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut générer un vaccin nouveau en l'espace de 6 mois et le mettre sur le marché dans des conditions de sécurité, d'efficacité? On a eu, bien entendu, je ne rentrerai pas dans le débat, le problème de la grippe H1N1. Tout ça représente des nouvelles facettes de cette personnalisation au sens de la non-généralisation de certains vaccins. Les personnes qui voyagent, qu'on couple d'ailleurs très généralement de manière à justifier et à stimuler les industriels avec le problème des vaccins de la pauvreté, de manière à dire un vaccin contre le choléra peut aussi servir à des personnes qui vivent en région d'endémie, les ONG et ainsi de suite. Les patients avec des infections chroniques et bien entendu toute la problématique chez les sujets VIH, en particulier en Afrique, d'un certain nombre d'infections qui, du fait de déficit immunitaire, prennent une dimension beaucoup plus sévère. Donc le paysage se complexifie, ce qui ne veut pas dire qu'il faut désespérer. Je pense qu'il faut prendre tous ces éléments-là plutôt sur un mode extrêmement positif. Simplement, c'est plus facile, je dirais, effectivement, pour un scientifique de concevoir un vaccin que pour une autorité de santé publique de prendre des décisions cruciales, de savoir si ce vaccin, compte tenu de son coût, compte tenu de l'alourdissement des calendriers vaccinaux, va pouvoir effectivement prendre sa place si elle a l'air d'être justifiée. Tout ça sont des questions qui sont pour l'instant
probablement aussi importante que parfois la conception du vaccin lui-même. Donc, sans vouloir lire dans une bulle de cristal, parce que ça n'a jamais vraiment été mon attitude en science, on peut quand même se dire que durant le XXe siècle, cette approche finalement globale de masse de la vaccination a véritablement eu un effet tout à fait spectaculaire dans la prévention des maladies infectieuses, en particulier de l'enfance, et prévenu des millions de décès. Il est hors de question de penser que le XXIe siècle va changer ce paradigme finalement de vaccination de masse, surtout si l'objectif est d'éradiquer un certain nombre de maladies comme la rougeole et la poliomyélite qui ne peuvent pas se passer de ce type d'approche. Par contre, les progrès scientifiques tels qu'on les a définis vont permettre d'offrir progressivement des vaccins qui seront sans doute à la fois mieux tolérés, actifs sur l'ensemble de la population, à des coûts qui peuvent devenir relativement raisonnables parce que les technologies elles-mêmes offrent des opportunités de produire des protéines à des quantités importantes et à des prix plus contraints. Toute la synthèse, paradoxalement, des antigènes qui va sans doute devenir un élément important, la biologie synthétique va rentrer dans tout ça, avec sans doute des coûts. On a fait des analyses avec les gens de Sanofi, par exemple, pas plus cher que de cultiver des micro-organismes, d'extraire des protéines, de les purifier, et ainsi de suite. Donc toute cette synthèse, en particulier des polysaccharides pour l'instant, mais à terme aussi de synthèse de protéines et d'antigènes complexes, va rentrer peu à peu dans ce paysage et amener sans doute, pour finalement boucler la boucle, à ce que le vaccin soit rien d'autre à terme qu'un autre médicament, en tout cas dans sa conception, dans les exigences qu'on a de son efficacité sur l'ensemble de la population et bien entendu de sa tolérance. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'à la fin de cette présentation, vous soyez beaucoup plus avancé sur ce que peut être un vaccin personnalisé. J'essaie simplement de voir avec vous comment ce concept pouvait en fait s'appliquer à la vaccination. Merci.